Allez, de retour hein, en plateau pour évoquer nos sujets de discussion ce matin. William, déjà passé par ici, bonjour. Franck, bonjour. On va se demander hein, ce qu'est devenu la loi qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Et si le temps nous restait, on va dire deux mots au sujet des Béninois de marque qui sont actuellement à Niamey pour essayer de prendre contact avec les autorités au plus haut niveau là-bas pour envisager des solutions permettant aux deux pays, qui se parlent difficilement depuis juillet 2023, d'avoir à discuter de façon plus normale. On commence par le tout premier sujet. Franck, une loi votée pour interdire le sachet, mais visiblement c'est difficile de mettre ça en application. Le constat est amer, c'est difficile à dire lorsqu'on sait que nous avons une législation qui interdit l'utilisation des sachets plastiques. Et je me rappelle bien le battage médiatique qui a suivi cette loi. Et à un moment donné, on a même donné on a donné une date butoir pour que tous ceux qui utilisent les sachets plastiques, notamment les officines pharmaceutiques, les supermarchés et bien d'autres endroits où on doit se servir du sachet plastique pour emballer nos emplettes, eh bien, on avait donné une date butoir pour ne plus voir ces sachets-là. Ça a timidement commencé, ça a pris par endroits où on avait des emballages en sachets bio, des sachets, en tout cas des emballages qui sont biodégradables, et avec le temps, tout a disparu et les sachets sont revenus en force. Alors, la législation, lorsque je me dis, lorsque on prend les différentes dispositions, est-ce qu'on a suffisamment pris des dispositions pour empêcher l'arrivée de ces sachets-là sur le marché? Parce que c'est là que se pose tout le problème. Tant que ça rentre sur le marché, il faut consommer. Et vous savez, nos frontières sont assez poreuses. En interne, on avait senti un élan la population a même commencé à s'adapter. Et il y a des ONG, je me rappelle, qui se sont même endettées pour aller nous apporter assez d'emballages qui ne ressemblaient à rien à des sachets plastiques. Mais très tôt, ces ONG-là ont commencé par crier pour dire, écoutez, nous nous sommes endettés pour faire ci et ça ne prend plus. Je pense, à mon humble avis, qu'il a manqué un tout petit peu de stratégie, un peu de rigueur au niveau de ceux qui étaient chargés de lutter contre les sachets plastiques. William, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont les failles du juridisme. Le droit ne règle pas tous les problèmes. Le droit codifie la société, mais les règles ne règlent pas tous les problèmes. Permettez cette répétition. En fait, dans un État, il y a des choses auxquelles on éduque les citoyens. Même les règles morales, vous me direz que en relevant de l'éducation, ce sont des règles, qu'on veuille ou non. Mais vous et moi n'avons pas édicté les règles morales. Elles s'imposent à nous, elles existaient avant nous, elles sont vieilles, comme le monde lui-même. Et nous y étions astreints jusque-là, sinon nous y sommes toujours astreints. C'est pareil. Il y a des choses, des règles, des conduites qu'il faut inculquer en nous. Comme la citoyenneté, l'éco-citoyenneté, si vous voulez. Je ne me mets pas sous les prismes des vocables à financement pompeux. Je parle de la conduite d'un citoyen normal à ne pas polluer son environnement. Et c'est pareil, quand on voit les nuisances du sachet plastique dans le temps, tous devraient être éduqués, devraient être vraiment enclins avec une grande facilité à la protection de l'environnement en n'utilisant pas. Mais voilà qu'on prend une loi qui couvre 7 différents volets des sachets plastiques. 20 articles seulement, mais 7 volets. On parle de production, d'exportation, d'importation, de détention, d'utilisation, de commercialisation, de distribution des sachets plastiques. Tout ça existe et court encore les rues. On a parlé de 50 millions d'amendes dans la loi pour les importateurs. Je prends rien que ce volet. Mais les importateurs, ils sont toujours au Bénin. Ils paient des redevances. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas justement les contraindre?
Parce que pour moi, cette loi est une charrue avant les bœufs. Comment ça? Oui, il faut... Est-ce qu'il fallait interdire avant de disséminer ces règles? Vous me direz que des sensibilisations existent depuis largement et depuis de longues années. Sur des pratiques comme celle-là. Mais en fait, c'est comme... comment je vais le dire? Est-ce que je vais donner l'exemple de la corruption. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais en fait, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans les habitudes des hommes qu'il faut faire un bilan avant de légiférer là-dessus. Moi, les deux petites failles de cette loi, c'est vraiment la conscience collective qui n'a pas compris jusqu'aujourd'hui que prendre une bouillie dans un sachet plastique, prendre un repas chaud dans un sachet plastique est une grande aberration. Et le deuxième, très rapidement, le deuxième à ce niveau, c'est que les solutions palliatives n'ont pas eu l'envergure qu'il fallait, ne se sont pas imposées à nous, n'ont pas été à la portée. Les emballages recyclables ou biodégradables, on devrait en produire, nous a-t-on dit, on devrait en ramener suffisamment. Oui, ça existe sur le marché. À quelle quantité déjà, à quelle accessibilité, sinon... si tant est que les non biodégradables dominent toujours, pèsent toujours plus dans la balance et sont plus dans nos habitudes, c'est que les biodégradables n'ont pas eu les moyens de leur résister et notamment de plomber l'exécution de cette loi. Bonjour. Bonjour Tanguy. C'est un sujet délicat. Il faut déjà commencer par préciser une chose. Effectivement, il y a eu un problème de sensibilisation au niveau des populations. Ça devrait beaucoup plus, on me dira peut-être qu'on a beaucoup sensibilisé, mais non. Combien sont-elles, ces populations, disons à la base, qui comprennent que le sachet dans lequel vous êtes en train de prendre de la bouillie est assez nocif pour votre propre santé? Combien de populations à la base comprennent que le pain chaud qu'on va prendre dans des sachets est assez nocif pour la santé? On explique, on dit oui, c'est bon, les sachets non dégradables sont nocifs pour la santé, pour la population, pour la planète en tout entière, mais est-ce qu'on a pris suffisamment le temps de faire en sorte que cette information touche les populations à la base? Ce n'est pas aujourd'hui. La communication est délicate. La communication est très délicate. La communication est très délicate. Quand on veut communiquer, on doit s'assurer que l'information aille vers la cible. Mais on ne communique pas en mettant la cible de côté. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous demanderez, prenez la voie, ne demandez à n'importe quel usager pourquoi tu prends la bouille dans le sachet. Il ne pourra pas te dire avec précision que c'est dangereux pour lui. Lui, il ne va pas te le dire. Il pourra vraiment pas l'expliquer. Ils sont nombreux. Je vous le dis, je vous mets au défi. Allez demander. Vous allez constater, j'ai eu le temps de demander. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai vu une dame en train de prendre la bouillie. Et vous savez, quand aujourd'hui on donne ces explications, il faut qu'on comprenne que, d'autre part, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont été menées à coups de bâton. Nous avons vu comment on a obligé les populations à prendre la piste cyclable. Et ça a marché aujourd'hui. Nous avons vu, même s'il y a certains qui arrivent à se faufiler entre les mailles, on a vu comment ça prend. On a vu comment le port de casque a été mené avec un bâton de fer. Et ça a pris. Aujourd'hui, regardez, spontanément, les gens sortent de la maison. Si aujourd'hui, cette mesure-là ne prend pas, alors qu'il y a une loi depuis 2017 qui interdit l'utilisation, la commercialisation, est-ce que quelque part ce n'est pas la faute aux dirigeants? Parce que quand on sait que ces importateurs payent des taxes, payent des impôts, et les distributeurs payent des taxes, payent des impôts, et que ces produits se retrouvent sur le marché depuis 2017 à 2024, ces produits se retrouvent encore sur le marché, par quelle alchimie? Ces produits se retrouvent sur le marché en quantité industrielle. Alors là, il faut que le gouvernement se pose lui-même ces questions. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Écoutez, il faut croire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Je pense aussi que la volonté politique s'est arrêtée juste à l'étape de l'adoption de cette loi. Et puis c'est tout. On n'a pas réussi véritablement à implanter le contenu de cette loi, de sorte à renverser la tendance. S'est arrêté là. Il y a eu quand même des industries, des entreprises qui ont eu des agréments pour s'installer, produire
des emballages biodégradables, Mais etc. si au même moment, Ouais, si au même moment vous avez en face de vous toujours une quantité importante de sachets plastiques déversés sur le territoire, malgré l'effort de ces quelques entreprises, n'est-ce pas, qui on a accordé l'autorisation de pouvoir mettre sur le marché des emballages biodégradables, eh bien, le problème est toujours là. Nous savons avec quel acharnement, par exemple, le gouvernement a mis les moyens pour le port de casque, par exemple. Voyez-vous, on en parle matin, midi, soir. À tel enseigne qu'en l'espace de 1 mois ou 2 mois, les populations se sont vues obligées vraiment de se plier à cette règle. Je pense que si, on ne le dira jamais assez, c'est des problèmes de santé, les emballages plastiques que nous utilisons, des problèmes de cancer par ici, des maladies par-ci et par-là, voyez-vous. Et la population, oui, c'est le rapport prix, et puis le choix est vite fait. On ne veut pas toujours se poser la question. D'ailleurs, on ne vous vend même pas ça. Quand vous achetez quelque chose, eh bien, la vendeuse met ça à votre disposition. Or, au niveau des autres emballages, il faut payer, débourser forcément. Donc, il y a forcément, malgré l'autorisation qu'on a accordée à ces entreprises, il y a forcément encore un appui que l'État, n'est-ce pas, doit apporter, n'est-ce pas, à cette lutte. Oui, peut-être de faire en sorte que ces entreprises bénéficient d'autres avantages pour que l'emballage biodégradable soit plus accessible. Il y a aussi le prix, voyez-vous. Après, ici, je finis de faire des achats d'un montant donné et que je dois encore ajouter 500 francs, 1000 francs pour un emballage biodégradable, bien que cela protège ma santé. Bien que cela protège ma santé, cela fait un problème. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller dans un supermarché. Quand vous allez dans un supermarché et que vous finissez de faire vos achats, on vous vend l'emballage. Bon, même si vous avez la mesure, la possibilité d'acheter, vous vous posez la question, ça se vend encore avec tout ce que je viens d'acheter, voyez-vous. Or, de l'autre côté, quand vous finissez de faire vos achats, on met ça à votre disposition. Comment on fait alors? Donc, il faut aller vers la répression, moi je pense. Il faut vraiment aller vers la répression, dans la mesure où nous savons que c'est aussi une question de santé publique et ça touche, n'est-ce pas, la santé des populations. Il faut aller vers la répression. Vous faites un tour au marché d'Antokpa, vous avez d'énormes quantités de sachets que vous voyez là à vos yeux, malgré quelle loi qui l'interdit. William, on fait quoi? Vous savez, moi j'ai appris par des informateurs dont je n'ai pas pu vérifier les informations que des initiatives de production locale, d'emballage respectueuses des normes. Oui, ça existe. ont vu le jour ici. Je vous le confirme, oui. Où en sommes-nous? Quels sont les mécanismes incitatifs pour un si nouveau produit devant faire la contrebalance à une vieille habitude, à une habitude séculaire? Quels sont les mécanismes incitatifs que nous avons eus, que nous avons mis en place? Quel est ce prolongement de volonté politique législative qu'il y a eu à propos de ces initiatives, que je présume privées, pour que le plein essor induisent un changement de comportement, créent le choix, et qu'on juge alors le citoyen de mauvaise foi, c'est-à-dire, ou la commerçante du bord de rue, qu'on la juge de mauvaise foi, quand elle avait le choix entre un sachet biodégradable et un sachet non biodégradable au même coût, avec la même accessibilité, avec la même disponibilité. En fait, c'est en cela que je pense qu'une répression à la façon du casque ne va pas marcher. Parce que le casque, il était là, il était disponible. On l'a taxé, on l'a mis à un certain coût, à un certain moment de la répression, mais il était disponible. Les autres emballages, où sont-ils? Si pour une tomate de 300 francs, je dois acheter un emballage qui coûte 100 francs. Sortez de la maison avec un petit plastique, un petit plastique dans lequel vous pourrez mettre votre truc et tout le temps amener. Ah d'accord. Quand on était petit enfant, je me rappelle très bien, on n'allait pas acheter nos manger dans les sachets. On sortait avec nos petits bols sous les selles avec notre pièce de 25 francs CFA. On allait chez la vendeuse, elle nous servait dans notre petit bol. On mangeait à petit poignet, enfin à petite bouchée jusqu'à la maison, le temps que ça finisse. Tranquillement, et on lavait le bol, ça ne l'avait pas tué quelqu'un. D'accord, mais ça aussi c'est de l'éducation. Et l'éducation aussi, cette part de responsabilité revient en majeure partie à l'État, qui doit aussi appuyer les autres organisations isolées de la société civile et autres, à l'école, un peu partout, pour enseigner les bonnes manières aux gens. Et quand, je reviens sur la répression, et quand on éduque, on a suffisamment éduqué et qu'on doit encore faire de la répression, il faut que, même, vous savez,
quand vous parlez des emballages, des bols, tout ça, c'est bien beau, hein, mais quand les gens ont gardé des habitudes pendant un certain moment et que vous voulez leur arracher ces habitudes, quand l'alternative n'est pas apportée, mais rassurez-vous, le côté réfractaire est beaucoup... Moi, je n'encourage pas les gens à faire cet affront. Oui, c'est quand même curieux que les gens disent, bon, nos habitudes, on l'a depuis la nuit des temps, alors qu'on leur sert en face l'argument de leur santé. On leur dit que ce que vous faites depuis la nuit des temps peut vous conduire à la mort. Et ça ne les convainc pas, Franck. Encore que l'habitude de la nuit des temps, ce sont les faits. Les conséquences, vous savez, on dit par exemple qu'un sachet plastique peut durer le temps... 400 ans avant de C'est une source considérable de pollution. Et si vous savez les matières qui entrent en composition dans la fabrication, les dérivés du pétrole, de l'eau, et puis des ingrédients toxiques qui dégagent le gaz à effet de serre, qui maintenant contribuent au réchauffement climatique. Donc, c'est un paquet de conséquences que nous avons à travers ces sachets. Vous savez que dans nos maisons, on les utilise pour allumer le feu. Le gaz que ça dégage dans la maison, il y en a même à l'intérieur de la chambre. Lorsqu'il y a par exemple des précipitations, on met ça, mais on veut allumer le charbon, on fait ça dans la chambre et le gaz circule dans la chambre. Donc on est en permanence avec les conséquences de cette affaire-là. Moi, je me dis qu'il faut encourager les investissements privés. Parce que, je me rappelle, l'État ne peut pas produire. Nous n'avons pas d'industrie pour produire, par exemple, disons, c'est ça. Peut-être qu'on va intégrer ça au niveau de la GDIZ. Les emballages biodégradables, on peut les produire en quantité industrielle là-bas. Mais maintenant, le coût, si vous devez avoir un truc en carton avec lequel vous devez transporter vos emplettes, lorsqu'il aura plu, comment vous allez faire? Donc, il faut intégrer tout cela dans la façon de vouloir lutter contre les sachets plastiques et en aidant les structures privées qui avaient déjà commencé. Parce que ces structures privées, les ONG et tout, avaient vu déjà une source d'emploi, une source de revenus aussi, et s'étaient investis dans le domaine. Mais très tôt, on a baissé la garde et puis eux-mêmes ils ont été désillusionnés quelques jours seulement après. Et ceux qui ont contracté des prêts, je me rappelle, il y a une dame, je ne me rappelle plus trop son nom, et qui est allée véritablement voir les banques, qui les a convaincus et qui a eu beaucoup d'argent, qui a produit après, ça ne prenait plus. Vous allez en pharmacie, on a commencé par servir les produits dans ces emballages-là. 2-3 jours après, vous revenez, on vous reçoit encore dans ces sachets plastiques. Donc, je pense que on doit faire... Il n'y a aucune pharmacie qui serve encore dans les sachets. Non, les sachets qu'ils adoptent maintenant sont plutôt biodégradables. Oui, sont biodégradables. C'est comme de petits sacs qu'ils ont adoptés. Bon, soit, mais je pense qu'il faut impliquer les organismes privés, les structures privées dans la lutte. Vous avez bien fait de demander tout à l'heure comment se fait-il que même quand on brandit l'argument de la santé et que la population ne répond pas. Je donne encore le cas des casques. Dans ce pays, on a dit aux populations, mettez votre casque. Que le conducteur et le passager mettent tous deux leur casque. Parce que dès qu'il y a accident, il y a des morts, il y a des traumatismes crâniens, il y a beaucoup de... Vous savez ce que les populations ont répondu à l'entame? Ils ont dit, mais écoutez, si je meurs, c'est ma vie, ça ne concerne pas la police, ça ne concerne pas le gouvernement. Et c'est l'argument, c'est ce que j'entendais un peu partout. Mais quand le gouvernement a pris le taureau par les cornes, quand les dispositions ont été prises, systématiquement, ceux-là qui disaient, c'est ma santé, c'est ma vie, ont compris qu'il faut aller prendre leur casque, même s'il y a jusqu'aujourd'hui certaines personnes qui sont encore réfractaires, qui parfois mettent leur casque entre les jambes, et c'est à la vue du policier qu'on remet le casque sur la tête, et tout ça. Au moins là, on sent que la répression, la manière de réguler le système a obligé tous ces usagers à prendre les dispositions qu'il faut. On ferait la même chose au niveau des sachets plastiques qu'aujourd'hui, nous ne serions pas à cette étape. Constatez que dès que ça a été voté à partir de 2017, et puis il y a eu des réformes qui ont été faites, il y a eu une timide prise. Et on a constaté, même au niveau des vendeuses de pain et consorts, les femmes ont commencé par changer leur système. Mais très rapidement, comme il n'y a pas eu substitution, parce que quand vous voulez,
éviter une mauvaise habitude, il faut deux choses. La substitution et la rigueur. Quand il n'y a pas eu de substitution, à un moment donné, les sachets biodégradables n'étaient vraiment plus disponibles sur le marché, pendant que les sachets non biodégradables qu'on est en train de rejeter revenaient en quantité. Par quelle alchimie? On se pose la question. Et là, de l'autre côté, il n'y a pas eu répression. Le dernier aspect très rapidement, il faut tenir compte aussi de la manne financière que l'importation de ces sachets plastiques donne au pays en tant qu'impôt, en tant que taxe. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être mis dans la balance? Transposer cela vers, je dois dire, c'est bien possible. C'est bien possible, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. C'est bien possible. La raison pour laquelle je dis, c'est la grande responsabilité incombe encore au gouvernement. Ça ne durerait pas longtemps, on aurait créé un autre problème. On n'aurait pas créé un problème parce qu'il y a la demande qui est disponible. Si on arrête tout de suite la production de sachets plastiques non biodégradables, on arrête tout de suite, la population sera obligée de se trouver un moyen, donc d'aller vers justement les biodégradables. Et donc là-bas, la consommation sera aussi de la même hauteur. La prise serait difficile. La substitution à laquelle je pense plutôt, c'est encourager les importateurs à devenir des producteurs locaux de biodégradables. Et en fait, ça ferait de la transition. Le gouvernement a offert cette opportunité. On a même signé, je dois dire, des autorisations là-dessus. Oui, Eric, pour finir. Je pense que l'idée de la répression n'est que la suite logique de l'application de la loi. On ne demande pas d'aller créer ou d'aller voter encore une nouvelle loi pour une répression, parce que ce que la loi interdit, quand vous le faites, on vous dira que vous êtes tombé sur le coup de la loi. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu étonnant, qu'une loi interdit, n'est-ce pas, la commercialisation des emballages plastiques, et qu'on continue d'observer véritablement sur le marché, cela pose véritablement un problème. Donc, décider de réprimer, pour moi, entre dans la ligne de l'application de cette loi. Et puis, nous le savons, la peur du gendarme peut amener justement certaines personnes à retrouver certaines sagesses. Je pense que le problème qui s'est posé au niveau des entreprises avec qui l'État a signé des contrats pour produire des emballages biodégradables, c'est que, et Franck a donné un exemple, justement, je ne voudrais pas évoquer le nom de la personne. Effectivement, ces entreprises ont contracté des prêts pour rentrer vraiment dans la production des emballages biodégradables, mais il se trouve que la quantité d'emballages biodégradable qui est produit sur le marché en comparaison avec la quantité de sachets qu'on continue toujours pas à observer plombe toujours véritablement la possibilité pour ces entreprises de se faire une marge de bénéfice. C'est impossible quand vous avez un produit qui est mal fabriqué mais qui se retrouve sur le marché en grande quantité, malgré votre bonne volonté de produire un produit de bonne qualité, vous ne pouvez pas faire le poids. Donc il faut dans une certaine mesure diminuer, n'est-ce pas, et je reviens là-dessus, par la forme d'une répression, la présence des emballages sur le marché pour pouvoir permettre à des entreprises à qui on a accordé l'autorisation de produire des emballages sains, pour permettre à la population de pouvoir... Voilà. Moi, je reviens sur cette question-là. Comment se fait-il que ces produits qui devraient normalement être rejetés continuent de se retrouver sur le marché béninois alors qu'il y a un contrôle alors qu'il y a contrôle. L'autre chose aussi, si éventuellement, vous savez, dans chaque maison, on sait qu'il y a souvent des sacs en tissu qu'on utilise souvent pour aller faire. Je me rappelle que vous savez, la substitution sera il y avait un sac spécial pour ça qui était fabriqué à partir du tissu. Soit en raffia, soit en tissu. Vous savez, la substitution sera toujours là, mais tant qu'on sera toujours envahi par le stock, un stock important de produits à rejeter, ce produit à rejeter va se retrouver sur le marché et ce sera consommé au nez et à la barbe des autorités. Allez, on va changer de sujet. On va parler de ces béninois de marques, de très grandes marques d'ailleurs, qui sont à Niamey depuis lundi pour discuter avec... Des béninois VIP? Oui, des béninois VIP. Je ne sais pas si vous et moi, on a quand même cette valeur-là aux yeux de la République, hein, avoir dirigé son pays, l'un pour 5 ans, l'autre pour 10 ans, c'est de grandes marques. Et donc des béninois de grandes marques qui sont à Niamey depuis lundi pour discuter avec les autorités à divers niveaux pour envisager des solutions à la crise qui secoue les deux pays, le Bénin et le Niger. On a des échos
de faibles échos, juste des images, William. C'est un peu rassurant tout de même. C'est normal qu'il n'y ait pas que ce soit sans tambour battant et que ce soit sans tambour ni trompette aussi. En fait, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce genre d'exercice doit être sous les feux de la rampe avec beaucoup de déclarations. J'ai aimé la discrétion des présidents. Maintenant, j'ai vu deux anciens présidents béninois très honorés et très respectés par les autorités nigériennes, beaucoup d'égards, avec les gars, avec les protocoles. Ils étaient en limousine, en cortège, escortés par des motards. J'ai compris que c'était des béninois de marque. VIP, ouais. D'accord. Si vous voulez. En fait, il y a eu un respect pour l'État bénin. C'est pour cela que je m'inscris en faux avec ceux qui pensent que ce soit que ce soit de façon officielle ou non, que cette démarche est entreprise. Il faut désolidariser tout de suite l'État béninois parce qu'ils ne sont plus les dépositaires actuels du pouvoir. C'est une évidence juridique, mais sociologiquement, voilà comment est-ce que nos voisins d'en face ont respecté ceux qui ont vécu, comme un ancien collègue le disait. Ils ont respecté ceux qui ont vécu, ils ont respecté ceux qui ont géré la chose publique avant eux. Et comment est-ce que, qu'on le veuille ou non, c'est le Bénin qui est respecté? Que ce soit par l'entremise ou par le respect aux deux personnalités, c'est le Bénin qui est ainsi honoré dans ces discussions. Maintenant, est-ce que ça nous ouvre les parades, oui. Les parades, oui. Les accolades, oui. Les égards, oui. Mais on veut le résultat. On ne veut pas le résultat. Ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas nous amener au bout du tunnel. Ils ont à ramener le dialogue. Et Bouniaï a laissé entendre avant son départ de raviver les relations cordiales entre les deux. Si le dialogue peut se renouer, si le Bénin peut encore faire bonne presse juste au lendemain de ça, pour accélérer la machine diplomatique, remettre en marche, pour entendre vomir encore les moteurs de la diplomatie béninoise, qui pour moi est sérieusement un moteur sérieusement grippé, sérieusement en panne, on doit vraiment sur cette question pouvoir prendre la balle au bon et continuer le travail comme cela se doit. Je pense que sur la qualité de l'accueil, il ne pouvait en être autrement. On a cette part, une mission de médiation de deux anciens chefs d'État pour leur réserver un accueil moins chaleureux. Et donc, c'était tout à fait normal, n'est-ce pas, que les anciens chefs d'État soient reçus véritablement de cette façon. Les images que nous avons vues ont témoigné véritablement de ce qu'il y avait une volonté de discussion et que, justement, que ce soit du côté du Niger, avec le général Tchani et les deux anciens chefs d'État qui ont pris cette initiative, il y avait dans une certaine mesure véritablement une envie, une volonté de pouvoir aborder véritablement ces sujets. Après, on n'a pas encore eu les grandes conclusions des échanges, mais c'est heureux véritablement. C'est heureux de voir que entre le général Tchani et puis les deux anciens chefs d'État, on a pu discuter certainement même des questions qui fâchent et que peut-être que dans les jours à venir, on en saura un peu plus véritablement sur ce qui s'est dit entre le général Tchani et puis les deux anciens chefs d'État. Ulrich ? Oui. Il y a un dicton en langue locale fond qui dit « Sunu monde d'abord nous » et se traduit en français pour ceux qui ne comprennent pas fond, c'est-à-dire c'est l'homme qui a vu le serpent qui se glissait à travers la palissade, mais c'est finalement la femme qui a tué ce serpent-là. En fait, le fait que la femme tue le serpent n'entame en rien la virilité de l'homme et n'offusque nullement le fait qu'il soit le chef de la famille. L'essentiel ici, c'est que le danger qui guettait la maison, le hameau, le beau vivre de la maison soit écarté. Que ce soit par la femme ou que ce soit par l'homme, l'essentiel, il y a un couple qui est là et l'essentiel, c'est que le danger soit écarté du foyer. Et que, voilà, le serpent est mort, c'est l'essentiel. Mais le serpent n'est pas encore mort parce que le procès est fermé. Non, je parle, là j'explique le dicton. Oui, le serpent est mort, on est en train de faire... Pourquoi vous êtes assez pressé? Pour en venir
Vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses sur le caractère formel ou informel de cette démarche. Vous avez vu la manière dont ces deux anciens chefs d'État ont été accueillis à Niamey, avec beaucoup d'égards, beaucoup de respect. C'est pour vous dire que nous ne voyons pas des anciens chefs d'État qui ne sont plus aux affaires, mais voyons plutôt une représentation nationale qui négocie pour que les deux, pour que Niamey et Cotonou reprennent leur bon train. L'actuel locataire de la Marina a tout à y gagner en échangeant au retour avec ces deux-là, parce qu'ils ont d'ailleurs même l'obligation d'aller le voir. J'ai entendu certaines personnes dire que est-ce que c'est l'actuel président de la République qui les a envoyés en mission, alors ce n'est pas nécessaire qu'ils reviennent. Je dis non, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas qui essaie de raccorder le fil casse, le fil brisé. La question est comment faire en sorte d'espoir. Il y a beaucoup de portes d'espoir. Déjà, moi j'ai vu à travers cette image-là, le général Tiani qui a encore du respect pour le Bénin. Contrairement aux échanges, aux déclarations qui se faisaient de on part n'avait et jamais d'autre, vu des images aussi proches comme ça. Et c'est ça justement qui général Tiani en présence d'autorité. C'est ça justement qui prête foi. Et c'est ça justement qui prête foi à l'espoir que vous êtes en train de demander. Et si ça prête foi à l'espoir que nous sommes en train de demander aujourd'hui, le plus important très rapidement, c'est de faire en sorte que les échanges qui sont en train d'être faits soient assez discrets. Pourquoi ? Vous savez, la presse, les réseaux sociaux ont contribué d'une certaine manière à la dislocation des rapports. Parce que quand les échanges s'y font, à dégrader les relations, quand les déclarations sortent de toutes parts, ce que Niamey dit, Cotonou est au courant. Ce que Cotonou dit, Niamey est au courant. Et parfois, l'homme étant censé... L'homme naturellement a un ressenti. Oui. Et vous savez, quand les discussions vont de toutes parts et que les gens font des discussions dans tous les sens, ça n'arrange pas. Mais quand ça va discrètement et que nous avons les résultats, je pense que ça peut beaucoup plus donner de bons signes. Vous êtes à la tête d'un État, vous ne le faites pas avec tout ce que vous entendez. Les réseaux sociaux, ça bavade beaucoup, mais vous avez votre renseignement. Et quand vous faites la comparaison, vous faites une lecture croisée, vous savez qu'est-ce qui est vrai de l'autre. Chaque homme d'État a sa manière de s'informer. On nous racontait que le général Mathieu Kérékou s'informait auprès des gens les plus... Enfin, des citoyens les plus banals. Oui, voilà. Les citoyens lambda. Voilà, les citoyens lambda. Et qu'ils se promenaient... Ils prenaient des cafés à Paris avec... Voilà, donc pour avoir l'information, parce que lorsque le renseignement lui rapporte des faits, lui vérifie par ces canaux-là. Je pense que le déplacement de ces deux anciens chefs d'État, vous avez vu que dans leur prise de parole, sauf erreur de ma part, j'ai vu que c'est le président Nicéphore Soglo, dans les images qu'on nous a montrées, du moins, c'était le président Nicéphore Soglo qui discutait avec le général Tiani. Je pense que c'est très important. Ils ont pesé non seulement de leur poids en tant qu'anciens chefs d'État, mais ils ont misé également sur l'âge à travers la personne de Nicéphore Soglo. Et le fait que Niamey ait accepté de... Pourquoi vous riez? Vous me déconcentrez. Personne ne rit. Non, Eric rit et ça me fait avorter. Mais regardez-moi alors. Ça me fait avorter mes idées. Non, regardez-moi alors si Eric vous distrait. Ça me fait avorter mes idées. Oui. Donc ça me fait avorter. Il n'a pas le courage de vos idées devant Eric. Est-ce que je comprends? Il revient sur le fameux droit de l'aise. Il se rattrape. Non, il sait pourquoi Eric. Ah, d'accord. Je parle comme un français. Je ne dis rien. Et donc, c'est pour dire que si déjà Niamey a pu accepter, on aurait pu dire que l'agenda du général Tiani est très chargé et qu'il ne pourrait pas recevoir ces deux anciens chefs d'État béninois. Et donc, moi, je pense que contrairement à ce qui se dit, les deux anciens chefs d'État ont dû faire une petite note d'information à Patrice Talon pour lui dire, écoute, nous, on veut tenter quelque chose pour essayer de sauver les meubles. Ça ne peut pas être divulgué dans la presse, ça ne peut pas être... Donc, à leur retour, je pense que la discrétion qui a été observée, où on n'a pas eu des déclarations
nous sommes allés, on a été bien reçus, le dénouement c'est pour bientôt. Je pense que c'est une très bonne stratégie parce que au-delà du fait que le déplacement est un peu informel, c'est que ce qu'ils ont entendu là-bas est très important et ça doit, la première oreille qui doit l'entendre, c'est d'abord l'oreille de Patrice Talon. Voilà. Et donc, à leur retour, je pense que le chef de l'État, j'aimerais finir, ça fait un bon temps. Oui, il ferait bien de ménager son agenda pour qu'il discute et que les informations qui vont fuiter soient des informations traitées, soient des informations minutieuses pour que cela ne jette pas encore davantage de l'huile sur le feu. Parce que si ces informations-là sont mal traitées, ça pourrait encore braquer les gens du côté de Niamey. Et que surtout le droit de l'Est prédomine. Oui, prédomine. Que surtout le droit de l'Est revienne. C'est que la démarche soit vraiment... C'est que le droit de l'Est, oui, le statut d'ancien chef d'État, oui. Mais quand vous voyez les images, Tiani était vraiment en confiance. Et c'est normal parce qu'il avait en face de lui des gens qui, d'abord, avaient déjà pris position dans cette crise. Et donc, il se retrouvait, je vais dire... avec des amis. Avec des amis. Voilà. Quelqu'un m'a posé la question, si Yahi Boni et Soglo, dans leur prise de position sur la crise, ont pris fait et cause pour Patrice Talon, est-ce que Tiani allait accepter cette mission de médiation? Parce que les anciens chefs d'État, il y en a également au Niger. Là, on est dans la politique fiction. Hein. Oui, non, nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser. Il y a eu aussi Soglo au pouvoir, il y a eu ce coup d'État. Les anciens chefs d'État, aucun d'eux n'allait gommer l'histoire. Anciens chefs d'État, c'est parce qu'aujourd'hui sont les anciens chefs d'État, nous en avons aussi au Niger, mais nous ne les avons pas entendus. À personne. Il le fait à deux anciens présidents béninois au moment où nous ne nous parlons plus. Saisissons la balle au bon. Que le retour des deux anciens présidents à Patrice Talon, que ça se fasse dans toute la discrétion possible. Ils ont leur couloir de discussion qui n'ont rien à voir avec les cadres formels de la République. Que nous, on ne veut pas savoir comment on s'y prend, mais continuons le dialogue qui vient de démarrer. On ne veut pas comprendre comment la situation se dénoue. Je suis même de ceux qui ne veulent même plus comprendre ce qui nous a finalement divisés. Je suis de ceux qui veulent voir des pas de règlement de cette situation, on peut discipliner un peu les machines, les industries d'information. Vous savez, oui. On peut discipliner dans cette affaire-là les industries d'information. Non, mais c'est de quoi je parle. Oui. Allez les gars, merci beaucoup pour les deux présidents sur les réseaux sociaux. On souhaite passer une très bon moment de week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut très laborieux, en tout cas pour cette semaine, pour l'équipe, je veux dire. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver à partir de lundi prochain, certainement avec une santé plus reluisante, une équipe plus requinquée et surtout avec de très bonnes informations à relayer, à traiter, à analyser par ici. Merci pour la fidélité, merci pour l'accompagnement, merci pour la présence et surtout, n'oubliez pas que c'est important de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin, la meilleure chaîne à Cotonou. Prenez soin de vous.